poésie et ainsi de suite par Manu Farine. De sa poésie, elle dit qu'elle est impolie, explose la syntaxe et ne s'en excuse pas, abuse des tirets et n'est pas de tout repos. Aujourd'hui, Rime Battal. Vu. Le bois de mon aisselle sur une photographie envoyée par mail. Ma mère me somme de contraindre la nature encore en ce lieu délicat de correspondre. Il est vrai que ne figure pas sur le menu de la formule all inclusive une récréation sans les mers. Autrement, l'on s'y bousculerait davantage. Le persil, qui dépasse du panier, n'a pas la meilleure des presses. Pourtant, le panier est de bon goût et le persil entretenu aux huiles essentielles. Face à la piscine, jambes écartées, mine de rien. Rime Battal, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Manu Farine. C'est le premier des quatrains de All Inclusive paru au Castor Astral que vous venez de nous lire, un recueil de 21 quatrains plus 1, laissé blanc en toute fin. Est-ce qu'il faut comprendre que le poème est toujours incomplet pour vous ou que c'est au fond au lecteur qu'il revient de compléter tout poème ? Je le pense, oui, et je le pense pour toute œuvre. Je pense que c'est la réception qui complète l'œuvre, que à partir du moment où on a écrit son poème, qu'on l'a formulé, qu'on a dit quelque chose, il faut aussi savoir laisser la place à la lectrice, au lectorat pour se l'approprier et proposer un poème avec de la place vide, simplement numéroté, parce qu'il s'agit de poèmes exactement de quatrains en 4 parties numérotées de 1 à 4. C'est une façon d'inviter les personnes à explorer cette forme aussi, se l'approprier. Ce qui ferait du poème aussi quelque chose comme relevant de l'action, plutôt ? Relevant de l'action, mais aussi, je pense qu'il est important, quand on crée, quand on écrit, d'accepter que il n'y a pas de produit fini et figé. Ce n'est jamais le cas. Quand la personne qui nous lit va forcément projeter, interpréter selon sa propre grille de lecture, et donc proposer un espace vide que la personne pourra projeter, où la personne pourra projeter absolument ce qu'elle veut après lecture de ce livre-là, après lecture des 21 autres quatrains. Pour moi, c'est une manière un peu radicale d'affirmer cela. Alors, à chacun de vos livres, Rime Battal, et c'est le 5e, si je dis pas de bêtises, une phrase autour de laquelle se bâtit le recueil ou le livre, laquelle aura déclenché l'écriture cette fois. C'est le persil qui dépasse le panier. Je regardais le mien de persil qui dépassait de mon propre panier et au bord de la piscine. Exactement, au bord de la piscine, et tout le reste a coulé de manière très naturelle. Alors ce recueil, c'est aussi une forme, on l'a entendu, une forme choisie, avec une structure, avec des contours, donc même si ça n'est pas forcément dans vos habitudes, une structure qui s'inscrit dans une histoire, dans des histoires qui pourraient bien venir de là, comme une bande-son lointaine. القلب قد أطلع عشق الجمال القلب قد أطلع عشق الجمال القلب قد أطلع عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال القلب قد أطلع. Un tout petit extrait, quelques quatrains de Khayyam chantés par Kalsoum. Ça veut dire pas de quatrain sans Khayyam, d'une certaine manière, même aussi bousculé que cela. Jamais de quatrain sans le Khayyam.
Oui, j'avais en tête les quatrains de Omar El-Khayyam quand j'écrivais ces quatrains-là. La forme s'est imposée à moi quelque part, mais je pensais toujours à Omar El-Khayyam que j'avais lu, bien entendu, mais surtout que j'ai découvert et que je connais à travers ceux que Kulthum a chanté. Kulthum qui a, une voix qui a bercé mon enfance comme celle de pratiquement tout le monde arabe, je pense. Et qui a été pour moi une des premières découvertes de la poésie finalement. Quand j'étais petite, j'écrivais en arabe parce que j'entendais de la musique, parce que j'écoutais des chansons. À propos de ces quatrains, vous dites avoir réussi à écrire ce que vous rêviez de lire d'une femme de votre condition dans un entretien assez récent. Qu'est-ce que ce serait qu'une femme de votre condition, Rim Battal ? Alors, une femme de ma condition, c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose qui mute justement, qui se transforme, qui change en permanence. Mais d'abord, je commencerai par le fait d'être assignée femme et d'avoir décidé, d'avoir accepté cette condition-là et d'avoir pris la décision à un instant T, à un moment donné, de jouer avec, de l'assumer pleinement et de la penser. De la vivre en la réfléchissant. Donc une femme cisgenre qui a ses règles, qui a mal au sang juste avant, qui désire et dans mon cas donc qui a enfanté. Donc il y a de cela. Ensuite le fait d'être d'origine marocaine, d'avoir changé de pays. Donc il y a de la migration également qui fait partie de ma condition de femme, donc aujourd'hui vivant en France. Il y a le fait, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte dans cette condition. Il y a la condition socio-économique également, d'où l'on vient, où l'on va, ce qu'on veut, ce qu'on désire, nos rêves, comment on se projette, etc. Donc voilà, donc je dirais que je viens d'une classe moyenne et c'est quelque chose qui conditionne également mon regard sur la société, mais classe moyenne marocaine. Donc ce qui reviendrait à autre chose, on pourrait le transposer très différemment ici en France. Et voilà. On pourrait ajouter, parce que dans ce même entretien, qui était un entretien auquel vous répondiez par écrit, et vous disiez: j'ai fait toute ma scolarité à l'école publique marocaine, j'ai eu les cheveux courts comme un jeune garçon, je les ai eus longs comme une sirène, bouclés ou raides, je suis petite de taille, j'ai porté des lunettes, j'ai les dents cassées, je n'ai peur de rien sauf des violeurs, je n'ai aucune allergie, je porte mes poils fièrement là où je l'ai décidé, j'ai des cicatrices et un tatouage. Deux tatouages maintenant. Ah, maintenant il y en a deux, désormais. Quand vous dites écrire ce que vous rêviez de lire, au fond, c'est aussi ce qui a commencé par vous faire écrire, c'est-à-dire le fait de ne vous reconnaître nulle part. C'est le fait qui m'a donné c'est ça qui m'a donné envie de publier en fait. Mais le fait d'écrire est arrivé avant, vraiment ça a toujours été là, mais le fait de le prendre sérieusement, de réfléchir mieux cette écriture, de réfléchir à ce que j'ai envie de dire, à ce que j'ai envie de camper comme position, comme figure, c'est venu après avoir pris conscience de cette position-là en fait, de cette condition. Et la question de la langue, puisque vous l'évoquiez il y a quelques instants, Rim Battal, la question de la langue d'écriture, est-ce qu'elle s'est posée pour vous à un moment donné, c'est-à-dire écrire dans une langue qui n'était pas votre langue maternelle, qui n'est pas votre langue maternelle, qui est donc une langue étrangère d'une certaine façon, c'est dire quelque chose de ce qu'est la poésie pour vous, de choisir justement cet espace-là, qui n'est pas l'espace de la langue maternelle? Alors je ne sais pas si je me suis posé la question comme ça. Disons plutôt que c'était très très compliqué pour moi d'écrire en arabe, alors que j'avais commencé à la base à écrire en arabe et que à un moment, l'arabe est une langue très intimidante. Elle l'a été pour moi. En tout cas. Et le fait d'écrire en français, qui était une sorte de langue secondaire, mais que j'ai apprise en même temps que l'arabe, en fait. J'ai parlé les deux presque en même temps. Et elle a toujours été là, m'a toujours accompagnée. Donc je ne la considère pas forcément comme une langue secondaire, c'est presque une langue maternelle. Écrire dans ces deux en même temps et surtout en français me libère, me permet de dire des choses que je ne saurais pas dire en arabe. Par exemple, qu'est-ce que vous ne pourriez pas dire en arabe? Parler d'amour et de désir, par exemple, serait très très compliqué pour moi en arabe. D'abord parce que quel arabe déjà, arabe classique ou l'arabe marocain, le darija, qui est une langue très très fluide ou qui n'a pas forcément de grammaire, qui est complexe et le vocabulaire
vocabulaire amoureux, s'il est très très riche en arabe classique, est très pauvre en daléja en fait. Donc je ne saurais pas quel mot utiliser. Peut-être que dans quelques années, je le prendrai comme un défi et j'essayerai d'en inventer quelques-uns, mais je pense qu'il y a des personnes qui font beaucoup mieux que moi. Pourtant, c'est en arabe, alors je me trompe peut-être, mais c'est en arabe littéraire que vous avez commencé par écrire, non ? Quand vous étiez adolescente trop sage, dites-vous. Qu'est-ce que vous attendiez de la poésie à ce moment-là, quand vous avez commencé à écrire ? À ce moment-là, c'était vraiment de l'ordre de l'expression, en fait. C'est vraiment c'est ce qui débordait. Je le mettais en mots, en vers, et surtout des idées que... parce qu'à ce moment-là, en plus, je connaissais la poésie et la fiction. Je ne connaissais pas d'autres formes, d'autres genres littéraires. Donc, comme je n'avais pas... Enfin, j'écrivais des nouvelles aussi, mais quand je n'avais pas d'histoire à raconter, forcément, ça allait vers la poésie, tout de suite. Il y avait le journal également, mais pour moi, le journal, c'était quelque chose de très, très intime. Il n'y avait aucune invention de langue dans le journal. Donc, je ne considérais pas ça comme de l'écriture à proprement parler, mais simplement une sorte de vidange, voilà. Et à côté, j'essayais de travailler un peu, de jouer avec les mots en écrivant de la poésie. Et c'est fini la vidange ? Non, toujours pas. Alors à 20 ans, vous vous faites appeler Georges, comme Georges Sand, mais ça aurait pu aussi être Georges Bataille, après tout. On aurait pu d'ailleurs écouter Bataille, mais vous avez également choisi ça. Et j'ai même réalisé à quel point depuis 4000 ans peut-être, enfin disons plus même, on est complètement couillonné, c'est-à-dire on nous a fait croire que le désir, enfin d'un homme en tout cas, dépendait de la beauté de la femme. Et je me suis aperçu que c'était complètement faux, et que cette beauté c'était les yeux de gazelle, la bouche de je sais pas quoi, la silhouette, et que c'était complètement faux, que c'était le sexe, et que le reste ne comptait pas. J'ai réalisé que depuis, je sais pas, 4000 ans peut-être, on avait été complètement couillonnés, qu'on avait essayé de nous faire croire que le désir d'un homme, ça dépendait de la beauté de la femme. Et je me suis aperçu que c'était complètement faux. Que cette beauté, c'était quoi, les yeux de gazelle, la bouche de je sais pas quoi, la silhouette. Mais que c'était complètement faux. Que c'était le sexe et que le reste ne comptait pas. C'est un extrait d'une seule histoire, le film de stage sorti en 77, donc deux voix, et la seconde voix, c'est celle de Lonsdal, la première c'est celle de Pic. Une même histoire de voyeurs racontée en deux volets, l'un fictionnel, l'autre documentaire. Un film que les femmes n'aiment pas, disait à l'époque le slogan du film. Faire entendre ça, c'est faire entendre quoi ? Quoi du sexe féminin, Rym Battal ? Son évidence, peut-être. C'est une des parties du corps que je ne comprends pas pourquoi on la cache autant, pourquoi on en a honte autant, pourquoi il y a toutes ces hontes qui entourent cet organe finalement qui n'est pas finalement si différent d'un coude ou d'un nez ou d'une oreille. Et voilà. Enfin, j'aime beaucoup ce film parce que pour moi, il se rapproche de la poésie, de ma poésie à moi, de ce que j'en fais, en tout cas, parce que il y a cette façon de dire de manière très documentaire, de l'ordre du témoignage, et que il y ait ce passage vers la fiction, vers la mise en scène. Le film est en deux parties. D'abord, on entend la partie fictionnelle, donc incarnée par Lonsdal, et ensuite on entend la vraie personne qui est un vrai voyeur qui allait dans les cafés pour observer les sexes des femmes dans les toilettes publiques. Et donc je trouve que ça se rapproche beaucoup de comment je construis mes poèmes, en passant par quelque chose de autobiographique au départ, mais qui ne l'est plus finalement à partir du moment où je l'écris, je le formule, en passant par le vers libre ou le quatrain ou l'aphorisme, comme dans l'eau du bain. Ça devient autre chose, ça devient une œuvre, comme la première partie d'une sale histoire, qui est très mal sous-titrée d'ailleurs. Là, en plus, alors c'était monté... Enfin, ceci dit, ce qu'on a entendu là, c'était un bout de ce qui à l'époque était la bande-annonce, et c'est donc inversé, puisque normalement ça commence effectivement par la fiction, donc par la voix de Lonsdal, et ensuite, mais bon, bref... Dans la bande-annonce, c'était dans l'autre sens. Comment se met en
en jeu justement cette question fiction ou réalité dans votre écriture, Rim Battal. Et je pose la question à quelqu'un qui mène parallèlement une activité de photographe. Oui, alors elle se met en place d'abord parce que je parle à partir de justement cette condition que vous avez citée tout à l'heure, donc qui est tout à fait vraie, mais tout en se détachant de l'autobiographie, parce que ce n'est pas le travail que je fais, et en allant vers quelque chose de beaucoup plus formulé, réfléchi, pensé, performé. Il arrive parfois que le désir d'écrire précède l'acte et que je fasse des choses en me demandant ce que ça va donner pour que je puisse écrire à partir de là. C'est que je sais de produire le matériau d'écriture et de ensuite l'écrire. C'est de la performance en fait. Alors, on va essayer. Alors, on va en faire une, en fait, en direct ici. Alors, c'est quelque chose que vous avez proposé. En fait, vous m'avez proposé de lire ou de faire entendre ce que vous considérez comme étant le plus beau poème du monde, ou en tout cas l'un des plus beaux poèmes du monde, qu'on va écouter, dit par Jean Bollery et par vous-même. À elle, l'acte calme. À elle, l'acte calme. Les porcs savants. Le sexe bon enfant. Le sexe bon enfant. L'attente pas trop lente. L'attente pas trop lente. Les regrets pas trop longs. L'absence au service de la présence. Les quelques haillons d'azur dans la tête. Les poings enfants morts du cœur. Toute la tardive grâce d'une pluie cessant au tomber d'une nuit d'août. À elle, vide, lui, pur d'amour. Merci. À elle, l'acte calme, extrait de Poème et Mirlitonade de Samuel Beckett, paru chez Minuit. Qu'est-ce qui en fait alors l'un des plus beaux poèmes du monde, Rim Battal ? L'acte calme, la pureté, je sais pas, il nous installe dans un temps, dans une sorte de bulle qu'on pourrait transporter toute une vie par tous les temps. Il est arrivé là à écrire un poème intemporel sans verser dans la banalité d'un poème avec âme, monde, nuage et je sais pas. Vraiment, il me touche beaucoup et je pense que je lui porterais préjudice si j'essayais d'en parler et de le théoriser en fait. C'est un poème que je lis avec le cœur et qui me donne toujours beaucoup de désir. Je sais pas pourquoi. Il y avait la voix de Jean Bollery qu'on entendait et puis donc la vôtre ici en studio. Est-ce que ce poème dit autre chose selon qu'il soit lu, dit par Louis ou par vous et par vous? C'est aux auditeuristes de nous dire. Je trouve il a une manière beaucoup très, déjà il le lit plus lentement, avec une façon, il le lit comme on lirait un poème. Et moi, à chaque fois que je le lis, j'ai envie de l'adresser, même si c'est pas un poème adressé. J'ai envie de le dire à quelqu'un, j'ai envie de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire ce poème. Poésie et ainsi de suite, Manou Farine. Et c'est sur France Culture, aujourd'hui à la technique Hugo Renard, à la réalisation François Connac, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, et en studio avec nous, la poétesse Rim Battal, qui publie les quatrains de l'All Inclusive, Mir
Niemand, extrait de l'album Traum und Existenz du groupe électro-français Compromat, choisi par vos soins, Rimbatal, pour la langue, pour l'électro, pour Niemand, c'est-à-dire personne en allemand. Pour tout cela, et parce que je suis très très fan aussi de Rebecca Warrior. On entend la voix. Exactement, qui a également un autre groupe qui s'appelle Mansfield Tia, et qui fait partie de mon top 10 des plus belles chansons que j'écoute en boucle. Que vous écoutez aussi en écrivant, hein. Enfin, pas spécifiquement cette musique-là, mais la musique... Je n'écoute pas en écrivant, j'écoute avant de commencer à écrire. J'écoute de la musique, et à un moment, quand je sens que ça commence à monter, j'arrête la musique, et là, je travaille. Ça veut dire qu'on écrit qu'à partir du corps ? Je pense que chaque personne, chaque auteuriste a sa façon de faire, ses rituels, ses petites obsessions. Moi, j'ai peur d'être parasitée par les idées, les esthétiques des autres quand j'écris. Donc, j'ai vraiment besoin du silence, d'être dans un lieu, dans une bulle. Je peux pas écrire dans un café, par exemple. Et d'être, j'arrive à écrire dans les transports tout de même, mais c'est une bulle. Dans l'eau du bain, qui était donc un autre recueil paru il y a quelque temps, mais qui était un recueil de fragments et de notes en prose, vous écriviez, Rimbatal, à 19 ans, ma mère a exigé de moi un certificat de virginité, document officiel délivré par des adultes diagnostiqués sains mentalement, ayant étudié la médecine 7 ans durant, au moins. J'ai apposé mes empreintes digitales sur le certificat. C'était la première fois qu'on me prenait au sérieux. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes devenu poète, ou est-ce qu'il y a un lien entre ce moment aussi de rupture et l'entrée en écriture ? Alors je pense que, je ne sais pas si je suis devenue poète à ce moment-là, parce que pour moi j'écrivais qu'il y avait une sorte de ligne droite qui s'est transformée un peu plus tard. Mais à ce moment-là, je pense que je me suis transformée en tant qu'être humain. Je suis devenue beaucoup plus proche de ce que je suis aujourd'hui que ce que j'étais avant. Il y a eu une sorte de passage brutal de l'enfance et l'adolescence à l'âge adulte, à cet endroit-là très précis en fait. Et c'est quelque chose, là j'en parle dans ce texte-là, mais c'était un événement que j'avais complètement zappé et qui est revenu avec la maternité. Il revient dans les poèmes aussi. Hein. Et il revient dans les quatrains de l'All Inclusive, dans le poème central qui s'appelle « Dynamiter la piscine ». J'en reparle. Et je travaille également sur un manuscrit qui n'a pas encore de titre, mais d'une forme plus longue, plus fiction. Et je parle encore ça commence à devenir une obsession, justement de la question de la virginité, du test, de la pression sociale qui se met en place autour du corps des femmes, autour du sexe justement, autour de cette qu'on ne laisse jamais tranquille en fait, et qui est observée de toutes parts, tout le temps, par tout le monde. Ce qui fait que, au fond, votre poésie de manière générale, alors pas seulement, mais votre poésie de manière générale vraiment trouve son point d'appui dans le corps ou à partir du corps, avec lui d'ailleurs, hein, puisque vous participez à des performances de plus en plus, vous lisez vos poèmes de plus en plus, ce qui n'était pas le cas à vos débuts, puisque vous étiez même assez réticente à la lecture à vos débuts, réticente à la voix haute, avant de changer d'avis. Travailler en ayant en tête et à l'oreille l'oralité, qu'est-ce que ça change dans la technique même de l'écriture, Rimbatal ? Ça change tout. Alors avant, quand j'écrivais, j'y allais de manière très très spontanée et je retravaillais par la suite en fonction du discours, de ce que j'avais envie de dire. Mais à partir du moment où j'ai commencé à lire, à performer, notamment au Bordel de la Poésie, qui sont des soirées immersives de poésie où les lectures se font costumées et en tête-à-tête dans des alcôves, il peut arriver que je fasse jusqu'à 16-20 lectures un même soir. Donc, je lis des poèmes en cours d'écriture, et ça me permet de les travailler, de m'écouter les lire et de les tester. Repérer, exactement, de les tester, de repérer les failles. Lire le même poème à 20 personnes un même soir, ça le transforme de manière radicale. Il y en a qui finissent à la poubelle et d'autres qui sont travaillés en fonction justement de cette oralité-là. Lors de ces soirées-là, justement, les soirées du Bordel de la Poésie de Paris, qu'est-ce que cette pratique-là fait de vous
et puis de celui ou celle à qui vous vous adressez, justement dans cette mise en scène, dans ce dispositif très particulier, qui est un dispositif emprunté à des soirées new-yorkaises, hein, par ailleurs. C'est un modèle qui existait déjà avant de venir à Paris. Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est une prise de risque pour la personne qui arrive et qui demande un poème pour lequel la personne paye, parce que c'est payé au jeton. Donc déjà, on paye pour de la poésie, on prend conscience que c'est un métier, que une personne va performer pour nous quelque chose qu'elle a elle-même écrit. Ça peut être très intimidant. C'est un cadre... Intimidant pour qui ? Pour le client ou la cliente. Pour les poètes également, parce que c'est un risque aussi qu'on prend. On ne sait pas à qui on va lire, on ne sait pas quel poème on va lire. C'est en rencontrant la personne à qui je demande le prénom, avec qui on discute très rapidement, que je décide du chemin que je vais prendre et je sélectionne mes textes à ce moment-là. Il y a aussi une sorte d'électricité qui peut s'installer. N'importe quel poème, même le plus innocent, devient érotique dans ce cadre-là, parce qu'on se regarde dans les yeux, on est en tête-à-tête, on s'usure parfois, on chuchote, on lit dans l'oreille, ça dépend des personnes, de l'envie que nous donne la personne de se rapprocher de son corps ou non. Et voilà, donc tout devient érotique et sexy dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez le sentiment, Rim Battal, d'appartenir à une... Disons, alors je sais que c'est un petit peu le marronnier du moment, mais à une génération, à une forme de génération nouvelle. Alors je sais que c'est un confort de journaliste, un confort d'éditeur, mais une génération avec laquelle les femmes occupent enfin un petit peu le terrain, qui utilise les réseaux sociaux, la scène, qui écrit, qui diffuse sur d'autres supports, avec d'autres supports, qui bataille avec la norme, qui renoue aussi un peu avec la narration, le journal, l'intime, un intime très politique, mais l'intime quand même, et qui paie bien souvent son succès, d'ailleurs auprès des chapelles consacrées, disons, d'une certaine façon. Oui, alors je ne sais pas si... j'aime pas qu'on parle de génération, justement, j'arrive pas à me retrouver là-dedans. Ça veut dire quoi un jeune poète, ça veut dire quoi un vieux poète, c'est quoi? C'est une question d'âge, c'est une question de temps, de pratique. Si on a publié son premier livre à 50 ans, on est jeune poète ou vieux poète. Enfin, c'est très, très difficile à décider de ce que c'est. Mais en revanche, oui, il y a des moyens qui ont changé, de nouveaux formats qui découlent de ces moyens-là, notamment justement la publication sur les réseaux sociaux, sur Internet, performer dans des lieux tels que le bordel de la poésie. Bien sûr que ça fait naître de nouvelles démarches et de nouvelles voies. Rim Battal, merci. Les quatrains de l'All Inclusive ont paru au Castor Astral et on attend pour février la parution en poche de Mine de Rien. Et les lettres aux jeunes poétesses parues aux éditions de l'Arche sont toujours disponibles en librairie. Poésie et ainsi de suite se réécoute et se partage sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture et s'écoute même en partenariat avec la Croix l'Hebdo. Et comme chaque semaine, un poème pour la route vous attend en kiosque et dans vos oreilles. Ce week-end, les Rois Mages d'Edmond Rostand et j'en profite pour vous souhaiter déjà de belles fêtes et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.